Ce matin, on va vous présenter un petit topo en plusieurs axes là, sur la question de la transition de l'industrie automobile vers l'électrique. Moi, je ne travaille pas dans l'automobile, mais je suis dans le comité qui s'intéresse à la situation à l'usine PSA de Poissy. Donc c'est pour ça que je suis un peu de près la situation. Et puis Stéphane travaille à PSA, donc il expliquera juste après. Peut-être qu'il y a des camarades qui sont allés hier au topo sur les transports. Il y aura une petite partie qui fera un peu écho à ce qui a été dit aussi, parce qu'évidemment, c'est des choses qui se croisent, puisqu'on parle quand même de transport de personnes, etc. Cette question de la transition de l'industrie automobile vers l'électrique, elle a quand même débuté en juin 2022, quand les députés européens ont voté à une large majorité un texte qui imposait du coup la fin de la production de voitures à moteur thermique sur le sol de l'Union européenne à l'horizon de 2035. Alors, il y a quelques exceptions, notamment concernant les voitures de luxe, où c'est repoussé à 2036, il me semble, et quelques exceptions aussi que j'évoquerai concernant en fait un certain type de carburant. C'est une décision qui a surpris et qui a surtout pas complètement plu aux constructeurs. Par exemple, le PDG de Stellantis, donc Stellantis, le groupe issu de la fusion entre d'un côté Peugeot PSA et de l'autre côté Fiat Chrysler. Donc le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, il a régulièrement exprimé son scepticisme, et d'ailleurs c'est peut-être un peu un euphémisme de l'appeler comme ça, dans la presse. Il est même allé jusqu'à démissionner de l'Association des constructeurs européens d'automobiles en juin 2022 pour exprimer du coup sa désapprobation. Et pourtant, il a quand même fixé à son groupe, donc à Stellantis, l'objectif de passer au tout électrique d'ici 2030, donc anticipant de 5 ans la deadline imposée par l'Union européenne. Du coup, on pourrait se poser un petit peu la question de est-ce que c'est vraiment une opposition au projet des eurodéputés qui s'expriment à travers sa voix, ou est-ce que c'est un habituel un peu théâtre patronal qui sert après pour faire des chantages? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'objectif fixé par les députés européens, il ne semble pas correspondre complètement aux intérêts immédiats des dirigeants des groupes automobiles. Alors certains commentateurs, du coup, avancent qu'il s'agit d'une décision historique, pleine de courage, puisque les institutions européennes conduisent la principale industrie du vieux continent, je cite, sur le chemin de l'électrique au nom de la protection de l'environnement. Donc beaucoup de courage pour la protection de l'environnement de la part des eurodéputés qui feraient ça à l'encontre des intérêts du patronat. L'argument du respect de l'accord de Paris, il est évidemment mis en avant par les dirigeants politiques qui défendent cette mesure. Pourtant, pendant ce temps, je ne sais pas si vous avez lu, mais il y a Le Monde du 6 août qui nous rappelle que certaines entreprises, alors c'est un peu anecdotique, mais c'est révélateur, certaines entreprises comme Ineos, donc une entreprise de pétrochimie, poursuivent tranquillement la fabrication de 4x4 ultra polluants pour riches en Moselle, et jouent même avec la législation française pour éviter le paiement du malus écologique à leurs clients sans être le moins du monde inquiété. C'est donc sans doute une anecdote, mais qui révèle une fois de plus les préoccupations des dirigeants européens en termes d'écologie. Qu'ils croient eux-mêmes ou non d'ailleurs aux effets de leurs mesures sur la transition électrique, ce n'est pas tout à fait le problème, puisque de toute façon celle-ci ne suffira sans doute pas à elle seule pour limiter le dérèglement climatique en cours. En tout cas, la facture, la facture pécuniaire, elle sera bien sûr payée par les classes populaires, que ce soit les consommateurs et les usagers forcés de voitures, comme les travailleurs dans le secteur qui est en pleine mutation. Alors, pour commencer rapidement, c'est sûr, un moteur thermique, vous le savez, ça utilise la combustion pour fournir l'énergie nécessaire au mouvement, et comme toute combustion d'hydrocarbures, ça produit la formation de CO2. Pas uniquement de CO2 d'ailleurs, ça produit également plein de sous-autres produits nuisibles qui sont censés être traités par l'éco-catalytique, mais il y a les oxydes d'azote, etc. par exemple. Mais pour faire simple, de toute façon, au niveau des gaz à effet de serre, on parlera essentiellement de CO2, donc je parlerai de CO2, etc. Du côté d'un moteur électrique, évidemment, il n'y a pas de rejet de CO2 à l'utilisation, puisque l'énergie, elle vient pas d'une combustion, mais du fonctionnement d'une grosse batterie, où il y a un échange d'électrons, donc d'électricité entre des métaux, et c'est ça qui va fournir l'énergie, qui va ensuite être transmise à un alternateur, etc., etc. Bon, tout ça pour dire quoi? Que
Il n'y a donc pas du tout d'émissions de CO2 à l'usage du côté des moteurs électriques. Et donc l'absence de rejets polluants gazeux, c'est évidemment un intérêt important et qu'on ne va pas nier pour assainir l'air des zones à forte fréquentation, notamment les grosses métropoles. C'est d'ailleurs l'intérêt principal mis en avant par les promoteurs du moteur électrique. Mais c'est juste pour mettre en garde, même si c'est un intérêt non négligeable, c'est un argument qui ne peut pas suffire, à mon avis, pour ériger les véhicules électriques en solution miracle à la crise climatique, et donc qui empêche de prendre des mesures plus fondamentales, puisqu'il est impossible de se contenter de ne comparer, d'une part, que les émissions directes à l'utilisation de CO2, et d'autre part, il y a d'autres problèmes de pollution que uniquement les rejets de gaz à effet de serre, même si ce dernier est sans doute l'un des plus urgents auxquels on est confronté, c'est évidemment pas le seul. Et donc il faut prendre en compte un petit peu tout quand on se pose le problème justement des choix technologiques d'un point de vue de la protection de l'environnement. Alors déjà, si on s'intéresse un peu plus largement à uniquement les émissions directes, mais au cycle de vie complet d'un véhicule, c'est-à-dire ça prend la question de la production du véhicule, la production de l'énergie nécessaire à son fonctionnement, notamment des batteries, le transport à la fois des matières premières, des pièces et de l'énergie, et l'acheminement après au réseau de distribution, l'utilisation ensuite du véhicule, son traitement éventuel en fin de vie, etc. etc. Bon, bref, le cycle de vie complet, c'est là qu'on a les choses qui vont se compliquer dans la comparaison en fait des rejets de l'utilisation du coup des deux types de véhicules. Alors, les études sont relativement complexes, les conclusions, elles sont parfois pas d'accord entre elles, etc. Donc c'est parfois un peu dur d'y voir clair, mais il y a quelques tendances quand même qui se dégagent. La première, c'est qu'au niveau de la fabrication, un véhicule électrique, il est plus polluant qu'un véhicule thermique. Ça, il est entre 1,5 fois et 2 fois plus polluant à produire. Ça, c'est essentiellement dû à la fabrication de la batterie, puisque évidemment c'est pas la même batterie, même s'il y a des batteries dans les voitures thermiques, vous comprenez bien que c'est pas la même, celle qui doit servir à allumer des phares et celle qui doit servir à faire rouler un véhicule de 1,5 tonnes sur 500 km, et donc du coup ça nécessite un processus beaucoup plus lourd et donc qui rejette plus de CO2. Et donc là on a un petit problème quand même, c'est celui que si le plan c'est de remplacer l'intégralité du parc automobile européen qui compte autour de 280 millions de voitures ou de véhicules légers, bon, ça va quand même poser un certain nombre de problèmes en termes de rejet de CO2 au moment de la production et du remplacement, sans parler évidemment de l'installation de toutes les infrastructures nécessaires à leur recharge. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, au niveau de l'utilisation, pour comparer du coup l'impact en termes de rejet de CO2 de ces deux types de véhicules, il va falloir qu'on se pose un peu la question de quel type d'énergie est utilisé comme source pour fournir en énergie les batteries lorsqu'il faudra les recharger. Du coup, c'est vrai que le problème il est déplacé de l'utilisation à la production en amont de cette énergie. Là, le constat, c'est que le seul cas où il n'y a aucune ambiguïté et où en fait la voiture électrique est largement plus intéressante écologiquement que la voiture thermique, c'est dans le cas où l'énergie elle est produite par du nucléaire, mais ça pose d'autres problèmes que voilà, je ne développerai pas, mais qui sont un peu évidents, ou par des énergies renouvelables. Là où on a un problème, c'est qu'à l'échelle mondiale, aujourd'hui, l'électricité, c'est autour de 40% qui sont produites à partir de charbon. Et on peut rajouter 20% à partir de gaz, diesel, etc. et d'autres énergies fossiles. Du coup, si on compare les rejets de CO2 par cycle de vie intégral, en fonction du mix énergétique pour produire l'électricité en amont, on obtient évidemment des situations qui sont un peu, pas forcément tout à fait favorables, ou pas autant qu'on le souhaiterait, pour le véhicule électrique. Un exemple, le think tank Shift Project, qui regroupe en fait des ingénieurs, des experts, etc., et qui n'est pas du tout un think tank pro-thermique, il est même plutôt pro-électrique. Dans une de ses brochures fournit les données suivantes. Pour un moteur à essence, pour qu'il puisse fournir 1 kWh d'énergie, il émettrait l'équivalent, sur son cycle de vie intégral, de 312 grammes de CO2. D'accord ? Un moteur diesel, c'est à peu près équivalent, c'est 322 grammes pour la même énergie.
Pour le Shift Project, pour produire l'équivalent de 1 kWh, donc la même énergie, mais à partir du mix électrique français, c'est-à-dire du mix électrique essentiellement nucléaire, 78%, ça émettrait 57 grammes de CO2, près de 6 fois moins. Donc là, évidemment, c'est rentable, on le voit. Par contre, si on fait les calculs à partir du mix énergétique européen, donc avec beaucoup plus de charbon, etc., eh bien, leurs calculs mènent à 420 grammes de CO2 rejetés pour la même énergie, c'est-à-dire en fait 100 grammes de plus. Donc en fait là, d'après eux, d'après ce calcul-là, un véhicule électrique à l'utilisation est plus polluant qu'un véhicule thermique. Alors c'est sans doute les estimations et les calculs les plus pessimistes, on va dire, que j'ai pu trouver. Il y en a d'autres qui sont un peu plus optimistes, mais comme je vous l'ai dit, c'est très compliqué de tout calculer, et donc les résultats ne sont pas toujours en accord. Néanmoins, les plus optimistes considèrent que la rentabilité écologique en termes de rejet de CO2 des véhicules électriques, elle commence à se faire à partir de 130 000 km d'utilisation, entre 130 000 et 200 000 km d'utilisation. Ce qui est un peu conséquent, d'autant plus qu'il y a un autre problème qui se pose, c'est que en français, en moyenne, ils parcourent 13 000 km par an, donc même si c'est le seuil le plus bas, 130 000, ça veut dire 10 ans d'utilisation. 10 ans d'utilisation, c'est la limite pour changer une batterie d'un véhicule électrique. Donc ça pose voilà, des petits soucis s'il faut changer dès qu'on atteint la limite de rentabilité, s'il faut produire une autre batterie qui est en plus le processus le plus polluant, enfin bref, vous voyez le truc. Bref, en plus de ça, évidemment, les rejets de CO2 risquent de perdurer puisque la demande d'électricité, elle va faire que s'envoler si on développe, enfin si on remplace tout le parc automobile avec cette transition. Ça nécessitera une augmentation de la production d'électricité et donc sans doute une augmentation de la production à partir d'énergies fossiles si les pourcentages restent inchangés. Ça entraînera évidemment moins de rejets donc de CO2, enfin de gaz à effet de serre de manière générale et de rejets polluants dans les zones de circulation. Ça sera une diminution importante pour des pays comme la France par exemple. Mais du coup, c'est une délocalisation de la pollution, comme vous l'avez bien compris, vers les zones de production à base de charbon, de gaz, etc. etc. Alors, un autre problème qui peut se poser, c'est que cette transition, elle va s'accompagner d'une forte augmentation de la demande en certaines ressources, notamment métalliques, lithium, nickel, cobalt, par exemple. Et d'ailleurs, c'est un problème qui est largement plus large que la seule transition dans l'automobile. C'est un problème en fait qui concerne l'intégralité des mesures de transition écologique de la part de nos dirigeants, numérique, énergie verte, etc. etc. Les processus d'extraction de ces métaux, c'est des vraies catastrophes écologiques partout où en fait elles ont lieu, parce qu'il y a besoin d'énormément d'acide pour purifier en fait les métaux à partir des minerais, quoi. Ça pollue évidemment les terres et les sources d'eau environnantes. Il y a un accaparement important de ressources en eau par les industriels, il y a des destructions d'habitats naturels, destruction de la biodiversité, etc. etc. Sur un autre terrain, alors là c'est pas directement écologique, mais c'est intéressant quand même, et surtout qu'on en parle beaucoup quand même ces derniers temps. Ces métaux, ils sont très inégalement répartis en fait sur le territoire mondial, et du coup ça accroît les relations de dépendance en termes d'approvisionnement et donc de dépendance économique, et donc les tensions interétatiques, notamment entre les blocs occidentaux et les blocs russo-chinois, quoi. Parce que les principaux pays impérialistes, ils produisent très très peu de ces métaux eux-mêmes, puisqu'ils ont sous-traité ces processus très polluants. Mais donc, par exemple, dans le cadre de ces tensions qui s'accroissent aujourd'hui, il y a des velléités évidemment protectionnistes de la part des États occidentaux qui se font sentir, on l'a tous vu je pense, et un certain nombre des pays occidentaux cherchent du coup des solutions pour s'approvisionner directement. Et l'une des idées qui est en tête, qui a été discutée là en juillet, vous avez peut-être vu, c'est d'aller s'approvisionner dans les hauts fonds marins, donc peut-être une des seules zones dans le monde qui est encore presque immaculée et pas trop touchée par la main des industriels, etc. Bon, là la question c'est est-ce qu'on ne va pas y mettre un petit peu nos mains quand même, quoi. Bref. Alors tous ces éléments, ça participe quand même à montrer les limites de la politique de soi-disant protection de l'environnement menée par nos dirigeants politiques et par les industriels, évidemment.
Alors, juste pour qu'on se comprenne bien, moi, c'est pas la technologie en tant que telle que je critique. Je pense même que, bon voilà, si on avait un petit peu les capacités d'être au pouvoir et de réfléchir à quelle mesure on mettrait en place, on serait sans doute amené à se diriger vers l'abandon de l'utilisation des énergies fossiles. Si je critique par contre autant la transition électrique aujourd'hui, c'est bien évidemment pour montrer les limites d'un choix technologique souvent présenté comme la solution dans le cadre du système capitaliste, alors que l'organisation sociale et les choix industriels sont dépendants des intérêts généraux de la bourgeoisie, évidemment, et surtout du rapport de force entre leurs intérêts particuliers qui font que parfois, bon, voilà, il y a des tendances un peu contradictoires qui se font. D'un côté, effectivement, on va aller vers des énergies vertes, mais de l'autre, il faut quand même conserver l'utilisation du pétrole, etc., etc. Alors pour nous, le principal problème pour répondre à la crise climatique, c'est d'abord la question en fait de la réduction quand même globale de la consommation énergétique. Et c'est sûr que là, ce qui va se poser comme problème, c'est en fait le modèle de la voiture individuelle, quoi, du véhicule individuel en termes de déplacement. Donc je vais citer par exemple Célia Isoard, qui est journaliste de Reporter et qui avait consacré en 2020 tout un dossier sur la voiture électrique. Elle disait elle-même, quant aux émissions de CO2, la capacité des véhicules électriques à les réduire n'a rien d'évident et s'avère même contre-productif dès lors que la voiture électrique est envisagée comme un simple substitut de la voiture thermique. Et c'est bien le fond du problème aujourd'hui. Alors ce modèle de la voiture individuelle, il est relativement récent, hein, il s'est énormément développé à partir des années 50 et il correspond évidemment aux intérêts du patronat à plusieurs égards. D'une part, il est évidemment lié à une certaine organisation géographique de nos sociétés, historiquement construite sur la base d'une concentration importante des travailleurs dans ou autour des villes pour être disponibles, souvent éloignés du lieu de travail, et donc nécessité de faire du transport. Alors, évidemment, ça nous arrive aussi d'utiliser la voiture pour partir en vacances quand on en a les moyens, donc pour quelques autres loisirs, mais vous le savez, vu qu'on travaille quand même beaucoup plus, malheureusement, qu'on a de temps libre, l'utilisation majoritaire reste évidemment liée au trajet domicile-travail, même quand c'est court. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, c'est majoritairement les taux d'occupation sont proches en fait de 1, puisque voilà, une personne seule dans sa voiture, donc ça multiplie les dépenses énergétiques. Ça permet évidemment, deuxième élément qui intéresse le patronat, ça lui permet évidemment de se déresponsabiliser complètement de la préoccupation d'une offre de transport pour acheminer les salariés vers leur lieu d'exploitation. Et ça permet une plus grande flexibilité. Alors il y a eu des périodes, il y en a encore sûrement dans quelques endroits où en fait il y avait des cars qui amenaient directement les salariés, les ouvriers en fait à l'usine. Ça se fait de moins en moins. Maintenant, c'est beaucoup plus chacun sa voiture ou alors les transports en commun quand c'est possible. Et sur la flexibilité, juste une anecdote parce que c'est vrai que ça les intéresse là aussi. C'est vrai qu'on peut imposer plus facilement à une équipe de rester quelques minutes de plus que l'horaire si elle n'est pas dépendante des transports en commun. Et donc l'anecdote, c'était que par exemple pendant les émeutes, là, suite à l'assassinat de Naël fin juin de 2023, là, à l'usine de Poissy, ils étaient un peu emmerdés parce que il y avait des salariés qui devaient rentrer le soir avec les transports en commun, sauf qu'il y avait des couvre-feux. Et donc du coup, c'est arrivé que la boîte a dû les lâcher 1h20 en avance. Bon, ouais. C'est emmerdant pour le patron quand même, quoi, de devoir arrêter la journée de travail des ouvriers un peu plus tôt, quoi. Histoire, je ne sais plus si ils ont dû les faire rattraper, sans doute. Non, on n'espère pas, évidemment. Et enfin, avant-dernier élément, ça double évidemment la charge du transport sur les salariés, puisque d'une part, ce temps de transport, il n'est pas du tout considéré comme du temps de travail, donc il n'est pas payé. Et d'autre part, c'est le salarié qui fait les dépenses pour la voiture et le carburant. Donc, c'est sur lui que ça retombe. Et enfin, évidemment, c'est un marché énorme avec un chiffre d'affaires mondial proche de 1900 milliards d'euros en 2022, les 16 plus grands groupes ayant cumulé 157 milliards d'euros de bénéfices sur la même année. Donc c'est ce modèle-là, effectivement, qui est très lié quand même aux intérêts du patronat qu'il faudrait en fait qu'on envisage de remettre en cause, évidemment, parce que ça permettra justement d'envisager la diminution de la dépense énergétique et donc de l'impact sur l'environnement du transport de personnes. Et donc de l'impact sur l'environnement du transport de personnes. Ça permettra éventuellement d'envisager le développement de transports collectifs. Alors d'ailleurs, quand on parle de transition électrique, je ne sais pas si celles et ceux il y en a qui ont dû l'entendre hier au topo transport, mais c'est pas du tout le plan aujourd'hui. Apparemment, il y a évidemment
dans les transports aussi un plan de transition, etc., etc. Mais c'est pareil, c'est remplacement en fait des moteurs, c'est remplacement, c'est pas forcément augmentation de l'offre de transport collectif qui est prévue par les dirigeants politiques comme par les groupes privés du secteur. Donc c'est donc bien une question qui nécessitera de réorganiser la société de manière beaucoup plus rationnelle, à la fois donc en termes d'organisation géographique, pardon. La répartition des individuels devrait être sans doute réorganisée de manière plus rationnelle, les activités de production comme de loisirs également, pour diminuer du coup la nécessité de transport, de déplacement, et adapter donc les transports en conséquence. Mais ça évidemment, donc, ça rentre en contradiction avec les intérêts de la bourgeoisie, et ça nécessitera évidemment d'en finir avec son pouvoir. Ça, c'était pour l'aspect écologique. Le deuxième aspect que je voudrais développer, c'est sur la question du choix industriel fait par l'Union européenne, puisque, comme je vous l'ai dit en début, ça n'a pas forcément toujours enthousiasmé le patronat européen. Donc Stellantis et Renault, donc les groupes français, ont annoncé tous les deux leur volonté d'atteindre le 100% électrique en 2030, donc en anticipant de 5 ans la deadline imposée par l'Union européenne. Mais par contre, les dirigeants, ils ont tenu à faire connaître régulièrement leur opinion sur le sujet dans les médias. Donc, je vais reciter Carlos Tavares, qui critique régulièrement le dogme du tout électrique, et qui est elle-même allée jusqu'à démissionner de l'Association des constructeurs européens, comme je l'avais dit. Son remplaçant, c'est son confrère de Renault, Luca de Meo, qui lui, il défend le report de l'interdiction des voitures thermiques en Europe en 2040. De Outre-Rhin, c'est pas directement, enfin en tout cas à ma connaissance, peut-être que le patronat s'est exprimé, mais c'est pas directement lui qui a fait savoir du coup son opposition. C'est carrément les eurodéputés allemands sous pression de Volkswagen qui ont fait pression en fait sur la première mouture du texte, alors même qu'ils étaient promoteurs au départ, pour ajouter une exception à ce texte, sinon ils ne le votaient pas, et s'ils ne le votaient pas, en fait le texte ne passait pas. Et l'exception, en fait, c'est pour permettre la production de véhicules thermiques, mais qui utiliseraient uniquement de nouveaux carburants de synthèse, en théorie moins polluants, mais sans doute moins polluants, des carburants qui seraient fabriqués à partir d'eau et de CO2, et donc, a priori, le bilan entre CO2 utilisé, comme au départ, et le CO2 rejeté, il devrait être nul. Mais bon, ça, c'est vraiment un truc un peu de niche qui est vraiment très peu développé. Enfin, pour l'instant, techniquement, moi, je veux pas trop... Bref. Mais bon, c'est le choix, apparemment, pour l'instant, de Volkswagen. En tout cas, les opposants au passage accéléré au tout électrique font mine d'avoir des préoccupations écologiques et sociales. Carlos Tavares, toujours lui, par exemple, condamne les conséquences sociales pas gérables d'une transition aussi rapide, arguant qu'il y avait des façons plus efficaces de protéger la planète et moins coûteuses pour la société européenne. Du coup, on peut se demander si les patrons de l'industrie automobile européenne seraient devenus soudainement écolos et altruistes, ou au contraire, si ces cris d'orfraie révéleraient pas plutôt leurs inquiétudes pour les marges futures du secteur, et c'est sans doute évidemment bien le cas. Vous le savez, pour bien des travailleurs aujourd'hui, la voiture individuelle, elle représente un sacré budget qui nécessite de faire bien des sacrifices ailleurs. C'est encore plus évident dans les périodes d'inflation, notamment au niveau du carburant, tel qu'on les a connus dernièrement. La transition électrique risque d'aggraver évidemment cet accès à la mobilité pour les classes populaires, puisque aujourd'hui, les modèles électriques les moins inaccessibles pour Renault, Stellantis ou encore Volkswagen, ça descend difficilement en dessous des 25 000 €. Il me semble qu'il n'y a que la Zoé de Renault, le premier prix de la Zoé de Renault qui arrive à faire ça. Et quand je dis 25 000 €, c'est une fois qu'on a déduit tous les bonus écologiques et autres primes à la reconversion. Donc c'est vraiment ce qu'il faudra débourser aujourd'hui. Du coup, on comprend un peu mieux ce que veut dire Luca de Meo lorsqu'il évoque que la transition est une révolution pour les riches. Sauf que là où nous, on pense au fait que ça va nous coûter un bras de nous fournir un véhicule, voire même on sera potentiellement incapable, eux, ce qu'ils voient, c'est des volumes de vente et donc des bénéfices potentiels à moins d'eux. Au passage, bien sûr, il y a de grandes chances que les volumes de production et les volumes de vente diminuent, ça c'est réel. C'est pas pour ça qu'on va s'inquiéter évidemment pour le patronat et qu'on va le plaindre. Il a toujours su tirer quand même son épingle du jeu dans des situations de crise où les volumes diminuaient. Par exemple, l'année 2022, elle a été marquée par les problèmes d'approvisionnement en puces électroniques
en pièces détachées ou en matières premières. Alors c'était lié à la situation post-Covid ou à la guerre en Ukraine. C'est des ruptures qui ont touché quasiment l'intégralité des sites de production européens. Les salariés ont régulièrement subi le chômage partiel et ça a entraîné une baisse réelle des nouvelles immatriculations et pourtant une augmentation, elle aussi réelle, des profits dans le secteur. C'est le paradoxe qu'un journaliste du Monde avait mis en relief, évoquant à l'époque les 12% de hausse du chiffre d'affaires de Stellantis au premier trimestre 2022, malgré une baisse de 12% des immatriculations. Au final, en 2022, Stellantis a encore enregistré des bénéfices records de 16,8 milliards, qui ont surpassé ceux de 2021, qui étaient eux aussi records à 13,4, etc., etc. Bon, Renault, c'est un peu plus compliqué parce que la situation était moins florissante, etc. Mais Renault a également vu son chiffre d'affaires augmenter de plus de 11% en 2022, donc en période de crise. Bref, tous les commentateurs le disent, ces dernières années, les constructeurs, ils ont moins vendu, certes, mais ils ont vendu plus cher, donc ils sont devenus plus rentables. La transition vers l'électrique va donc sans doute rétrécir le marché, c'est ça qui les inquiète, au moins temporairement, mais les bénéfices y resteront au rendez-vous pour les actionnaires, puisque les marges sur les véhicules électriques sont bien plus importantes que sur les petites citadines thermiques. Alors la décision des dirigeants européens, c'est pas vraiment une décision à visée écologique apparemment, ça on a l'habitude, mais c'est pas non plus apparemment la plus intéressante, en tout cas du point de vue des constructeurs français surtout, mais même aussi, enfin en tout cas tout électrique, même allemands. Et ça, c'est plus surprenant d'avoir des dirigeants politiques qui, a priori, prennent des décisions à l'encontre du coup des velléités patronales. Alors pour comprendre ce qui a motivé cette décision, on peut essayer d'avancer quelques éléments. Alors le premier élément, ça concerne évidemment l'accessibilité aux réserves de pétrole. Alors moi, je suis incapable de vous dire, parce que j'ai pas travaillé dessus, mais il y a un topo sur le pétrole qui aura lieu ou qui a eu lieu, je sais plus, si le pic pétrolier il a déjà été atteint ou non. C'est-à-dire, en fait, si on a dépassé les capacités maximales d'approvisionnement, enfin d'extraction et d'approvisionnement, et si du coup elles ne feront que diminuer à partir de maintenant. Mais toujours est-il que ce qui est sûr, c'est que c'est de plus en plus dur, de moins en moins rentable d'extraire du pétrole, et les ressources sont évidemment limitées. Alors que ce soit dans 20, 30, 40 ou 50 ans, il y a des chances que l'échéance de la fin du pétrole reste proche, et donc que la transition électrique pour l'automobile soit inéluctable à terme. S'ils veulent évidemment maintenir le marché de la voiture individuelle. Le deuxième élément, ça pourrait éventuellement être le développement d'une conscience écologique qui se développe dans la population. Ça impacte donc les habitudes de consommation et ça exerce une certaine forme de pression sur les industriels, en tout cas sur leur offre, qui tentent donc à la modifier, surtout via du greenwashing, pour soigner leur image de marque. Dans le secteur automobile, c'est d'autant plus important, puisque Volkswagen, Renault et Stellantis avaient été entachés par le scandale du Dieselgate. Ils ont tous les trois été mis en examen en 2021, et d'ailleurs Volkswagen a été condamné à plusieurs dizaines de milliards d'euros à l'époque. Pour fraude, vous savez, ce scandale, c'était parce qu'ils avaient trafiqué les logiciels de mesure des rejets polluants pour les sous-estimer par rapport à l'utilisation réelle, en conditions réelles. Ça permettait de faire passer les tests sans problème, de mettre sur le marché, et puis par contre ça polluait plus en utilisation normale. Bref, il faut peut-être refaire bonne figure pour ce secteur à ce niveau-là. Le troisième élément, surtout, c'est que la concurrence étrangère elle a déjà pris de l'avance sur le développement technologique et industriel des véhicules électriques. On connaît tous et toutes, évidemment, Tesla, dirigé par Elon Musk, mais c'est évidemment pas le seul à s'être spécialisé dans le domaine. Les constructeurs chinois, qui peinaient d'ailleurs à se faire une place dans un marché mondial dominé par les constructeurs européens, américains ou japonais, eux ont fait le choix stratégique de parier sur les véhicules électriques au début des années 2000 pour se positionner en précurseur et donc, à terme, potentiellement en leader. C'est un pari qui semble payé, puisqu'aujourd'hui, les constructeurs chinois comme SAIC et BYD, parfois c'est des groupes qu'on ne connaît pas bien, hein, ils proposent aujourd'hui des modèles technologiquement aussi développés que les constructeurs historiques, donc les Européens, les Américains et les Japonais, avec des capacités de production plus importantes et surtout à des prix inférieurs de plusieurs milliers d'euros, autour de 20 et 25% de moins. Autant d'atouts ajoutés à un marché intérieur important qui permet aujourd'hui aux constructeurs chinois, de vendre plus de 50% des véhicules électriques neufs dans le monde aujourd'hui. Alors 50%, certes, plus le marché reste encore balbutiant. On parle de quelques millions de véhicules, pas beaucoup plus. Mais encore une fois, c'est pas la quantité aujourd'hui qui est le problème, c'est l'idée d'être en pole position pour le futur. Alors si la transition est inéluctable, le tournant, il doit être pris pour les constructeurs européens le plus rapidement possible.
Un État bourgeois, vous le savez, c'est un outil de coercition et de répression pour maintenir la dictature de la bourgeoisie, mais un autre de ses rôles, ça peut être d'agir comme un conseil d'administration des capitalistes qui sont dans son giron. Sauvetage d'entreprises en rentrant dans son capital, nationalisation d'entreprises pour les développer, grands chantiers d'infrastructures sont autant d'actions que peut mener un État s'il souhaite développer son économie nationale au bénéfice des capitalistes qu'il sert évidemment. Alors l'intérêt de l'État, c'est que loin d'être obnubilé par les intérêts directs, par des visées à court terme, il va parfois pouvoir avoir une hauteur de vue plus importante que les dirigeants des entreprises particulières et donc calculer un peu plus à long terme. C'est sans doute le rôle que jouent ici en fait les différents États de l'Union européenne. Alors c'est pas l'Union, hein, l'État, mais comme de toute façon la politique va être mise en place par l'État français et par l'État allemand, etc., le raisonnement se tient. Hein. C'est-à-dire qu'à mon avis, l'interdiction des voitures thermiques à l'horizon 2035 sert à imposer aux constructeurs européens, bien placés historiquement sur le marché mondial, d'accélérer leur transition électrique pour pouvoir prendre le train en marche et pas rester sur le bas-côté d'un nouveau marché qui se développe et qui risque d'ailleurs de remplacer à terme le marché du thermique. D'ailleurs, les patrons européens ils sont bien conscients du retard qu'ils ont pris et des risques que cette transition implique vis-à-vis de leur concurrence. Leurs plaintes vis-à-vis de l'Union européenne, on l'a dit, sont liées à des contraintes sur leur chiffre de vente, mais ont également pour but de mettre la pression aux dirigeants européens pour qu'ils mettent la main à la poche, enfin surtout dans nos poches à nous, pour accompagner cette transition. Pas question que le patronat seul paye une restructuration de cet emploi. Et ils sont évidemment entendus, comme à chaque fois, puisque l'autre concurrence qui a lieu en parallèle, c'est celle des annonces de subventions publiques sous forme d'investissement, d'aide à l'achat ou de crédit d'impôt. Les pays de l'Union européenne négocient depuis quelques mois pour mettre en place un pacte vert, pacte qui consisterait à mobiliser autour de 350 milliards d'euros pour subventionner les entreprises qui investissent dans les puces électroniques, les batteries et d'autres technologies considérées comme propres. C'est une manière d'ailleurs de tenter de répondre à l'Inflation Reduction Act américain qui s'élève lui à 470 milliards d'euros. La Chine, quant à elle, vient d'annoncer quelques 66 milliards d'euros de subventions pour les véhicules électriques et hybrides. Outre les subventions à l'investissement, il y a également les aides publiques à l'achat, comme je l'ai dit, les primes à la reconversion, les bonus écologiques, etc., etc. Au passage, Emmanuel Macron a annoncé le 22 juillet vouloir modifier les critères d'obtention de ces bonus pour, je cite, « ne pas utiliser l'argent du contribuable français pour accélérer l'industrialisation non européenne ». Ça montre bien que la préoccupation, elle n'est pas tant de développer l'achat et l'utilisation de véhicules électriques, mais bien en fait de développer la production et la consommation des industries locales. Donc l'argent public qui coule à flot, ça suffit pourtant pas au capitalisme. Selon Tavares, je cite, « Pour lutter contre la structure de coûts des constructeurs chinois, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir la même structure de coûts. C'est une menace à peine voilée. Si les entreprises chinoises parviennent à faire des véhicules électriques quelques milliers d'euros moins chers que leurs homologues européens, c'est parce qu'ils exploitent plus efficacement. La transition vers l'électrique va donc être l'occasion de restructurer le secteur automobile en revoyant encore plus à la baisse les conditions de travail, les salaires, voire en délocalisant une partie de la production dans des pays où la main-d'œuvre y est plus exploitée. Manière là aussi de mettre en concurrence les salariés de différents pays. Donc, comme à chaque fois, les mesures soi-disant écologiques, qui bien souvent donc, ne sont pas du tout une solution à la crise climatique, sont une occasion plutôt de faire payer les travailleurs. Parfois en les faisant mettre la main à la poche directement, à travers la mise en place des zones de faible émission et des vignettes critères qui prennent, vous le savez, davantage en compte l'année de production du véhicule que les rejets polluants réels. Du coup, voilà, ça permet à des gros SUV très récents de se balader dans ces zones à faible émission sans être inquiétés, alors que des voitures plus petites qui seraient moins polluantes, mais qui ne seraient pas de la bonne année, mais en fait risqueraient à chaque fois des amendes. Donc ça veut dire que ceux qui ne peuvent pas remplacer leur vieille voiture, évidemment, sont les plus impactés. Ça a été le cas également lors de la tentative d'augmentation de la taxe dite carbone qui a fait émerger le mouvement des Gilets jaunes, comme vous vous rappelez. Et ça le sera sans doute, cette fois encore, à travers les prix des véhicules électriques et les attaques présentes et futures contre les salariés de l'automobile. Et du coup, pour développer ce point-là, les conséquences de ces restructurations chez Stellantis, Renault, etc., mais je vais passer la parole à Stéphane. Merci. Oui, donc Stéphane, donc, du comité auto du NPA, et je travaille moi-même chez Stellantis. Donc Stellantis, comme l'a rappelé Louis, c'est la fusion de Peugeot Citroën avec Fiat Chrysler, récente, qui date de 2 à 3 ans. Donc dans cette partie, nous allons un peu aborder les problématiques donc, de restructuration donc, en cours et à venir donc, par rapport à cette fameuse
transition vers le véhicule électrique. Alors, non pas que, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que nous avons affaire à une crise économique ou une crise de surproduction classique, comme l'a rappelé Louis, mais plutôt un forçage extérieur, donc lié à la décision du Parlement européen d'interdire à terme, d'ici 2035, la production de voitures thermiques pour les remplacer de fait par des voitures à propulsion moteur électrique. Donc ça, c'est un peu la différence. Alors, on ne peut pas dire que les restructurations soient nouvelles. Donc des restructurations, il y en a eu beaucoup. On les connaît tous. Pour la recherche de plus de marge ou de profit, on ne peut pas dire que ça n'existait pas avant. Donc c'est un peu la restructuration permanente dans ce secteur, comme bien d'autres. On connaît tous ça dans les transports, les hôpitaux, l'éducation, etc. Donc c'est un peu des restructurations en permanence. Donc les exemples de restructuration passées, on en a quelques-unes. Elles sont plutôt donc la règle que l'exception. Je vais en citer quelques-unes, revenir sur quelques-unes de ces restructurations qui ont un peu fait voilà, la chronique dans les médias. Je commencerai évidemment, on se rappelle tous par la fermeture de l'usine de PSA d'Aulnay, donc en 2013, il y a une dizaine d'années, où il y avait encore 3000 emplois, donc c'est une usine qui a complètement fermé. Pour des raisons de tendance, cette fois-ci, à la délocalisation de la production de petits véhicules dans les pays européens à bas coût. On se rappellera aussi dans le domaine du pneu, donc de la lutte des Continentales de Clairoy. Donc ça c'était en 2010 dans le département de l'Oise, dans le nord de Paris. Il y avait encore là où il y a 1100 emplois sacrifiés. Évidemment aussi les Goodyear d'Amiens, on s'en rappelle à Amiens, donc 830 emplois sacrifiés. Un peu plus récemment, les Bridgestone à Béthune dans le Nord-Pas-de-Calais, 900 emplois supprimés. Donc là je parle vraiment de fermeture définitive des usines. Donc ça c'était en 2020. Bon, bien sûr, là je citerai également Ford à Blanquefort, près de Bordeaux, ou les GMS dans la Creuse, voilà, on a tous entendu parler. Alors bien sûr, ça c'est sûrement la partie émergée de l'iceberg, ça concerne les plus grosses boîtes, les plus gros donneurs d'ordre, mais c'est sûrement, il y a sûrement bien d'autres encore chez les petits sous-traitants, non soumis à la valse des PSE, donc les bien mal nommés plans de sauvegarde de l'emploi, au gré des désiratables et donneurs d'ordre, justement, que sont les constructeurs automobiles. Et qui évidemment restructure parce qu'il faudrait, nous disent-ils, s'adapter aux aléas du marché ou des crises économiques endémiques. Il faut noter aussi que Stellantis ou aussi bien Renault se sont engagés depuis plusieurs décennies dans des plans de départ volontaire qui simulent mal en fait des suppressions d'emplois conséquentes. Ainsi, donc chez Stellantis, maintenant depuis plus de 10 ans, ce sont en France près de la moitié des emplois qui ont été supprimés. On est passé de 68 000 emplois en 2011 à 34 000 à la fin de l'année dernière. Donc, ce qui représente plus de la moitié de suppression d'emplois en une dizaine d'années. Côté Renault, en France, c'est 38 000 salariés à la fin de 2012. Et ils étaient encore près de 70 000 en 2005. Là, c'est pareil, on a vraiment un effondrement des emplois en France chez les constructeurs nationaux. Donc, pour la question qui nous intéresse aujourd'hui, donc, quelles conséquences de la structuration pour le passage aux véhicules tout électriques, puisque voilà, on rappelle l'interdiction des ventes de voitures thermiques en 2035, imposée par le Parlement européen. Bon, visiblement, la spirale infernale de restructuration n'est pas prête de s'arrêter. Elle va plutôt connaître et connaît déjà un nouveau rebond, aux grandes dames des salariés. On en voit déjà les effets qui prennent de nouvelles formes et c'est ce que nous allons tenter de voir maintenant. Donc, dès l'annonce de l'interdiction de vente des voitures thermiques d'ici 2035 en Europe, les signes ne sont pas fait attendre. En fait, ils sont apparus rapidement qu'il allait encore y avoir de la casse sociale dans le secteur. Les premiers sur la sellette ont été des sous-traitants, donc ça concernait les fonderies, donc liées à la production de pièces automobiles, parce que qui dit moteur thermique dit plus de besoins en termes de pièces de fonderie telles que les culasses ou les blocs moteurs.
Donc les annonces de fermeture, de liquidation, de changement de main, qui ne sont jamais de bonne augure de suppression de postes, se sont enchaînées. Nous avons donc pour les plus connus les fonderies du Poitou, les fonderies de Bretagne, MDF dans le Jura, FVM en Moselle ou encore la SAM dans l'Aveyron. Donc tout ça, ce sont des fonderies directement liées aux grands donneurs d'ordre que sont Renault et PSA et qui ont été restructurées, voire fermées. Donc c'est un peu par là que ça a commencé la structuration. Alors, il y a aussi des cas de structuration chez de nombreux sous-traitants qui fournissent des pièces diverses et variées pour les moteurs thermiques, tels que les systèmes d'injection moteur diesel par exemple. Et là, nous avons l'exemple de la structuration de Bosch à Rodez. Le diesel, qui est quand même dans le collimateur des institutions européennes, est à contre-cœur sûrement de certaines couches politiques sur les étiquettes arrivées par les ajustements frauduleux de Volkswagen, comme l'a rappelé lui, pour tenter de masquer les niveaux d'émission de moteur, ce qui a entraîné la tourmente et caducé bon nombre d'autres constructeurs comme PSA, Renault, BMW, Audi, Mercedes, et ce qui a sûrement participé, voire précipité l'interdiction de la vente de voitures thermiques d'ici 2035. Alors, autres éléments, selon le lobby de l'Association des constructeurs européens d'automobiles IMSEF, qui continue à militer, comme l'a rappelé vous aussi, pour d'autres alternatives que l'électrique. Ce serait donc suite à une étude qu'ils ont commandité 500 000 emplois qui seraient menacés d'ici 2040, dont 70% d'ici 2035, donc dans le cadre du passage au tout électrique. Là je parle pour l'Europe, sur un volume total d'emplois de 2,5 millions d'emplois directs, donc la production automobile en Europe. Donc ce qui représente un peu 20%, pour résumer, de pertes d'emplois en Europe, voilà, calculé par le lobby des constructeurs automobiles, donc 20% de pertes d'emplois suite à la transition vers le moteur électrique. Donc après toute cette série d'annonces concernant notamment les fonderies, etc., qui ont été les premiers à déguster, c'était autour assez rapidement, en fait, ça s'est enchaîné, côté PSA et Renault, d'annoncer la couleur concernant cette fameuse transition électrique. Et sans mauvais jeu de mots, ça commence à sentir sérieusement le gaz par rapport à ces annonces. Donc côté PSA, se sont aussi embarqués dans des restructurations, mais cette fois-ci les concernant plus directement. Alors essentiellement, nous avons dans cette histoire de restructuration des sites de production de moteurs thermiques et de boîtes de vitesse, ainsi que dans une moindre mesure, mais quand même de l'ingénierie qui sont impactés dans les lignes de mire de ces restructurations. Les sites d'assemblage de leur côté, pour ce qui concerne les véhicules, sont quand même pour l'instant, je dis bien pour l'instant, épargnés, sauf peut-être chez Renault, et ce que on verra par la suite, j'y reviendrai. Donc une de ces premières annonces concernait une usine de production de moteurs dans la France, qu'on connaît sous le nom de Française de Mécanique, et qui compte encore à ce jour 1100 salariés et dont la fermeture progressive est programmée dès aujourd'hui, d'ici 2024-2025. Pour être remplacé à côté par une usine de fabrication de batteries, une gigafactory comme on les appelle, suivant les termes à la mode, et c'est remplacé par une co-entreprise entre PSA, puisque cette usine appartient à PSA, une co-entreprise entre PSA, Total et Mercedes, qui a été inaugurée, vous l'avez sûrement de la presse, en mai 2023, inaugurant en grande pompe. Donc c'est une entreprise sous forme de JV, de joint venture, qui n'emploiera plus que 400 à 500 personnes, donc comparativement aux 1100 personnes de l'usine d'à côté dont je parlais tout à l'heure. Et ces salariés qui passeraient d'une usine à l'autre n'auraient plus le statut en fait PSA aujourd'hui, puisque c'est une joint venture. Donc ils n'auraient plus le statut PSA, mais auraient un contrat de travail lié à cette joint venture. Donc ce qui pose par ailleurs d'autres petits problèmes de précarité en termes d'emploi. Toujours chez PSA, nous avons l'usine de production à Traînerie en Moselle, à côté de Metz,
donc 1900 salariés aujourd'hui. Donc c'est la deuxième et dernière en France pour PSA qui suit plus ou moins le même chemin. Là, ce seraient des moteurs électriques qui seraient produits. Et là, encore une fois, avec une nouvelle joint venture entre PSA et Leroy Sommers. Leroy Sommers est un producteur et stock de moteurs électriques. Et cette joint venture s'appelle e-Motors. Pas très loin de Trémery, à 15 km, on a une autre usine où il y a aujourd'hui encore 1000 salariés. Donc, il produit encore aujourd'hui des boîtes de vitesse pour des voitures thermiques, de vitesse manuelle ou automatique, mais qui ne sont pas compatibles avec les voitures électriques. Donc là encore, elle s'est transformée en JV avec une société qui s'appelle Punch Power. Donc ce sont Powertrain, c'est une ancienne filiale de DAF et cette joint venture est baptisée aujourd'hui e-Transmission. Donc ils vont produire effectivement des transmissions, mais plus dédiées aux voitures électriques. Pour ces deux sites, donc Trémery et Borny, donc près de Metz en Moselle, donc la CGT estime qu'à terme, donc là si on fait compte aujourd'hui ils sont 3000, la CGT donc de PSA aujourd'hui estime que ce sont 2000 emplois qui disparaissent sur les 3000 à terme par rapport à cette restructuration. Alors ce qu'on observe aussi par rapport à la production de ces moteurs ou ces boîtes de vitesse, c'est qu'en même temps, c'est pas complètement fini, parce que du coup, ça ne concerne que l'Europe, ces histoires-là, et qu'il y a, on le rappelle aussi, une transition, donc ça va s'arrêter d'un coup. On constate aujourd'hui que la production de ces moteurs et de ces boîtes de vitesse est plutôt délocalisée dans les pays de l'Est pour finir leur fin de vie, parce qu'ils ont toujours besoin, effectivement, du moins durant encore une dizaine d'années, de produire des moteurs thermiques et des boîtes de vitesse, donc la fameuse transition. Donc on constate aujourd'hui que toutes ces productions sont délocalisées, soit dans les pays de l'Est, mais même jusqu'en Inde, puisque PSA a des usines en Inde, ils en ont ouvert 2 ou 3 récemment, et toutes ces productions donc, partent dans ces pays-là. Pour ce qui concerne le reste de l'Europe, nous avons quand même moins d'informations sur ce qui se trame, mais côté PSA, on peut quand même signaler la fermeture du site d'Aspern, c'est en Autriche, à côté de Vienne, donc c'est une usine ex-Opel, puisque PSA a racheté Opel en 2017, donc, et a par la même occasion récupéré certains sites de production. Donc là, ils sont en train de... Et là, on l'a appris par la presse, donc c'est pour vous dire que même en travaillant dans le domaine, on n'a pas forcément toutes les informations, mais on a pris la presse, et c'est récent, il y a quelques semaines, c'est que ce site allait complètement fermer, et ce site était dédié à la production de boîtes de vitesse. Maintenant que Stellantis, voilà, c'est aussi Fiat, donc on a quelques éléments par rapport à l'Italie. Donc comme en France, en Italie, suite à la fusion, ils ont mis en place des plans de départ volontaires, donc ils sont des licenciements déguisés en fait. Et en Italie, donc pour 2023, sur un effectif de 47 000 salariés, donc sur les différents sites en Italie, il y a un plan de départ volontaire qui concerne 2000 personnes. Alors que d'après la FIOM, qui est l'équivalent de la CGT Métallurgie en France, estime que depuis la fusion de PSA et de Fiat Chrysler, ce sont 7000 emplois. Ça reste des chiffres à vérifier, ça paraît important, mais voilà, pourquoi pas, 7000 emplois qui auraient déjà été sacrifiés en Italie suite à la fusion Fiat Chrysler. Alors pas forcément lié à la transition électrique, mais parce qu'il y a eu fusion des deux boîtes et je pense que voilà, ils ont aussi mené des réductions d'emplois dans ce cadre-là. Alors, Stellantis maintenant est un groupe international, puisque la fusion avec Fiat Chrysler, quand on parle de la fusion entre PSA et Fiat, ça concernait aussi des activités en Amérique du Nord, donc avec sous la marque Chrysler notamment, Dodge. Là c'est pareil, en Amérique du Nord, bon, voilà, ils sont aussi visés. Donc on a appris, là encore une fois dans la presse,
encore une fois, donc c'est un peu la marotte hein, chez PSA, donc maintenant chez Stellantis, d'ouvrir des pompes départ volontaires. Donc récemment, tout début d'année, donc on a appris effectivement qu'en Amérique du Nord, ils ouvraient aussi un pompe départ volontaire qui serait proposé aux 33 500 salariés aujourd'hui employés là-bas. Alors c'est pas 33 500 postes qui veulent supprimer, mais je précise quand même parce qu'il y a eu effectivement des ambiguïtés dans la presse là-dessus. On pensait que c'était qu'ils voulaient supprimer 33 500 postes, mais en fait c'est pas ça. C'est qu'ils le proposent aux 33 500 salariés, mais on ne sait pas précisément quel nombre de salariés serait visé effectivement au final par ce plan en termes de départ. Donc les objectifs de départ ne sont pas forcément donnés. Et donc la raison invoquée par PSA et encore une fois par Carlos Tavares, son PDG de Stellantis, c'est de réduire les coûts et financer ainsi la transition vers l'électrique. Alors, aux États-Unis, en plus de ça, ils s'attaquent aussi, donc là, ils sont en train de renégocier avec les syndicats aux États-Unis, donc ils négocient assez régulièrement. Et les niveaux de couverture sociale, ils sont négociés au niveau d'entreprise, parce que, bon, aux États-Unis, il n'y a pas de couverture sociale collective. Donc, ils sont en train de négocier en ce moment ces couvertures sociales, évidemment à la baisse. C'est ce qui fâche un peu le syndicat américain l'UAW. Et en fait, ils remettent aussi en cause le nombre de congés pour les salariés, à la baisse évidemment. Côté Renault. Alors, côté Renault, ça prend un peu des formes différentes, mais bon, le résultat est un peu le même. Donc, pour Renault, ils ont voilà, l'ambition. Et ils le font, ils le font déjà, c'est de découper l'entreprise en plusieurs parties. Donc le projet de Di Meo, donc le PDG de Renault, c'est de séparer l'entreprise en deux entités. La première qui s'appellerait Ampère, donc dédiée aux activités d'ingénierie et de production de véhicules électriques, qui serait introduite en bourse dès cette année. Et une deuxième partie qui s'appellerait Horse, dédiée aux activités véhicules thermiques et hybrides, qui serait une co-entreprise 50-50 avec le constructeur chinois Geely. Et c'est également, pour parler, d'après la presse, également pour faire entrer au capital le producteur de pétrole saoudien Aramco. Chez Renault, donc, ils ont annoncé un plan d'économie de 3 milliards d'euros d'ici 2025, donc c'était annoncé en 2021. Donc là aussi, pour faire des économies, pour financer la transition électrique. Donc ce plan d'économie portait aussi sur la suppression de 15 000 emplois dans le groupe dans le monde, donc 4 600 en France, et principalement dans l'ingénierie. Toujours côté Renault, bon, il faut citer le site de Flins. Là, c'est aussi les annonces récentes dans la presse. Dans le site de Flins, c'est encore 2000 employés aujourd'hui. Donc, ils produisent, pour le coup, une voiture électrique qui s'appelle la Zoe, mais qui ne sont pas épargnés, paradoxalement, par cette transition, parce qu'ils vont stopper la production de ce véhicule sur le site d'ici mi-2024, d'après ce qui est annoncé. Et ce site sera transformé en site d'économie circulaire, donc pour la remise à neuf de véhicules d'occasion. Donc pour le coup avec un avenir quand même très incertain. Voilà. Ensuite, alors nous avons aussi côté Renault, la sortie du Covid, donc la fermeture du site de Choisy-le-Roi. Donc ça c'était en 2022. Il y avait encore près de 300 salariés donc, qui s'occupaient de reconditionnement de moteurs de bas de vitesse, voilà, et dont seulement une centaine donc, ont pu aller sur l'usine de Flins. Donc avec un solde négatif encore par là de 200 postes supprimés. Voilà, un petit peu pour l'état des lieux, qui est sûrement loin d'être exhaustif sur les grandes manœuvres en cours dans l'auto. Qui, comme on peut le voir, n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà pour cette partie. Alors,
maintenant, un peu pour lancer le débat et de ce topo, un peu sur les perspectives communistes qu'on a, les relations, les revendications et les mots d'ordre. Alors si, je crois qu'il y a des camarades de l'automobile dans la salle, donc on laissera embrayer s'ils veulent sur les analyses et leurs expériences. Voilà. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure dans la première partie de l'introduction, mais bon, il s'agit aujourd'hui de discuter de planification, de décroissance massive de la consommation d'énergie dans ce transport public, la réorganisation rationnelle des mobilités, on en a parlé, donc les problèmes de trajet domicile-travail, car effectivement, comme on l'a dit, c'est l'usage principal de la voiture aujourd'hui. C'est-à-dire que si on n'a pas de voiture aujourd'hui, ça veut dire pas de voiture dans certains endroits, pas de travail, pas d'argent, c'est la merde, quoi. Voilà, c'est ça pour résumer. Évidemment, on ne peut pas raisonner aujourd'hui, un peu comme a dit Louis aussi, dans le contexte d'une organisation sociale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Parce que, effectivement, si on raisonne à notre niveau, il faudrait tout remettre à plat, comme on l'a dit, pour replanifier, voilà, suivant les nécessités des populations, évidemment, et ça n'aurait forcément, je pense, rien à voir à ce qu'on peut vivre aujourd'hui sous l'État capitaliste. Voilà. Et donc, bon, écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer le débat. Déjà un petit peu tard, c'est la parole à la salle. Donc on va prendre